Alors bonjour à tous, hein. Moi je suis Madis Boucantard, je suis cardiologue interventionnel au CHU Henri Mondor à Créteil, Paris. Je remercie le docteur Bouzid particulièrement pour cette opportunité qu'il me donne de vous faire cette présentation sur le lifetime management. Je présente mes excuses parce que forcément j'aurais aimé être parmi vous, mais comme tu l'as dit précédemment, ce n'est que partie remise, je l'espère. Donc je vais vous parler du lifetime management dans le cas de la sténose aortique. En pratique, on va d'abord, avant de parler du lifetime management, on va situer le contexte. Le contexte est celui du rétrécissement aortique, qui est la valvulopathie la plus fréquente, comme vous le savez tous, et largement même de loin. Jusqu'à l'avènement du TAVI, c'était une prise en charge qui était assez simple, puisque pour les plus anciens, on voit les guidelines ici de 2007. Je disais que jusqu'en 2007, en fait, la prise en charge du rétrécissement aortique était assez simple, puisqu'on finalement on avait le choix qu'entre la chirurgie et le traitement médicamenteux. Et la seule question qui se posait à l'époque, c'était au niveau du choix du substitut prothétique. Depuis l'avènement du TAVI, les questions sont tout à fait différentes. On voit que le TAVI a commencé donc en 2009 pour les premières études randomisées, d'abord chez les patients en risque, maintenant chez les patients à bas risque. Ce qui est important ici de remarquer, c'est l'âge en fait des patients qui ont été inclus dans ces études. 83 et 84 ans pour les études sur les hauts risques et maintenant 74-73 ans pour les études à bas risque. Forcément, les recommandations, elles ont suivi, puisque on voit ici les recommandations européennes en rouge et américaines en bleu. Sur les recommandations européennes, la prise en charge, elle est stratifiée sur l'âge et le risque opératoire, avec un cut-off d'âge à 75 ans pour proposer le TAVI. Et sur les recommandations américaines, on stratifie plus sur l'âge, avec un cut-off d'âge qui est plus bas, qui est à 65 ans pour proposer le TAVI. Comme souvent, dans la vraie vie, en fait, on anticipe les recommandations. Ici, vous voyez en fait l'activité de TAVI en France. On voit qu'entre 2015 et 2020, chez les patients de 65 à 80 ans, le TAVI est devenu majoritaire et quasiment exclusif en dessous chez les patients de plus de 80 ans. Aux États-Unis, la tendance est encore plus marquée, puisque depuis 2015, on fait plus de TAVI que de remplacement valvulaire aortique aux États-Unis, avec une tendance qui est en nette augmentation pour le TAVI. Et on voit que c'est vrai pour toutes les tranches d'âge, puisque même chez les patients de moins de 65 ans, on voit qu'en 2021 aux États-Unis, 50%, donc quasiment 50% d'entre eux, étaient orientés vers le TAVI plutôt que vers la chirurgie. Donc, bien évidemment, quand on s'adresse à des patients aussi jeunes, ça va poser des questions sur la prise en charge sur le long terme de leur valvulopathie aortique. Alors, il y a deux questions qui vont se poser pour réfléchir à ce lifetime management. C'est celui de l'espérance de vie des patients qu'on prend en charge. Ici, c'est une étude suédoise en fait qui a repris sur à peu près 20 ans tous les patients qui ont eu un remplacement valvulaire aortique et qui a évalué leur survie à partir du moment où ils étaient opérés pour leur valvulopathie aortique, en sachant que globalement, c'était des patients qui étaient aussi éligibles à un TAVI sur le plan théorique. Ils ont été stratifiés sur le risque opératoire et sur l'âge. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, les patients, donc quand ils sont opérés jeunes, ils ont une espérance de vie qui est plus longue que s'ils étaient âgés. Mais quand on stratifie en fait sur l'âge et le risque opératoire, on voit très bien ici, finalement, il n'y a que les patients jeunes, il n'y a que les patients pardon, à bas risque opératoire pour lesquels l'âge a un impact. On voit que quand un patient est à bas risque opératoire ici, qu'il est opéré à 65 ans, il a une médiane de survie qui est au moins de 15 ans. Quand il est opéré à 85 ans, cette médiane de survie tombe à 7 ans, donc, ce qui est à peu près conforme à la population générale. Alors que pour les patients à risque intermédiaire, ici en rouge, et les patients à haut risque en noir, la courbe est plutôt plate, avec des médianes de survie qui ne changent pas tellement selon leur âge d'opération au départ. C'est confirmé ici, donc vous le voyez ici sur la colonne du milieu, les patients qui sont à risque intermédiaire quand ils sont opérés, qui sont opérés à 65 ans, à 75 ans, à 80 ans, globalement, ils ont une médiane de survie qui est à peu près la même, qui est à 7 ans. De la même manière, les patients qui sont à haut risque opératoire, qu'ils soient opérés à 60 ans, à 70 ans, 75 ans, ils ont une médiane de survie qui est assez basse, qui est autour de 5 ans et qui finalement dépend surtout de leur risque opératoire. Il n'y a que les patients ici tout à gauche à bas risque pour lesquels l'espérance de vie va dépendre de leur âge au moment de la prise en charge, puisque quand ils sont opérés à 60-65 ans, ils ont une médiane de survie de 16 ans qui descend à 6 ans quand ils sont opérés à plus de 85 ans. Donc ça a un impact très important sur la prise en charge de nos patients jeunes. Ensuite, on va parler également de la durabilité des prothèses. C'est une question qu'il faut régler d'emblée. Pour l'instant, ce qu'on sait de la durabilité des prothèses, c'est qu'il n'y a aucun signal d'alerte pour les prothèses implantées en percutané.
C'est vrai pour les études randomisées, puisque toutes les études partenaires ou corps valve sont plutôt rassurantes. Et on a même des résultats à 10 ans pour l'étude Motion, avec des résultats qui sont très rassurants. C'est aussi vrai pour les registres, où là encore, sur des reculs de 5 voire 8 ans, on n'a pas de signal d'alerte particulier. Donc globalement, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on peut s'attendre à ce que la durabilité des bioprothèses percutanées soit superposable à la durabilité des bioprothèses chirurgicales, même s'il est probable que dans les prothèses percutanées, il y a certainement des différences entre les balloon expandables et les self-expandables. De la même manière, dans les prothèses chirurgicales, on sait qu'il y a des différences de durabilité. Par exemple, les trifecta ou les mitroflons ont des durabilités qui sont assez basses comparées aux valves comme la Carpentier-Edwards. Donc, tout ceci nous permet de définir finalement chez qui on va poser la question du lifetime management. Ça va globalement être chez les patients jeunes qui sont à bas risque opératoire, puisque ce sont ceux chez qui on imagine que leur espérance de vie va être supérieure à la durabilité de la bioprothèse qu'on va leur implanter, que celle-ci soit percutanée ou chirurgicale. Donc les principes généraux du lifetime management, ça va être que c'est une stratégie qui s'établit sur le long terme. Un des objectifs majeurs, c'est de diminuer le nombre de sternotomies chez ces patients et de faire éventuellement la sternotomie au moment où le risque opératoire du patient est le plus faible. Il faut bien sûr respecter le point de vue du patient, puisque, comme vous savez, en pratique courante, il y a certains patients qui ne veulent pas du tout être opérés. Il y en a d'autres qui préfèrent reporter leur chirurgie en se disant on verra ce que l'avenir dira, alors qu'il y en a d'autres qui préfèrent être opérés au moment où ils sont en meilleure forme. Aussi, le rôle de la team qui va être capital dans l'analyse de l'anatomie du patient. Donc, le lifetime management va commencer en réalité au moment du premier choix. Ce premier choix est capital puisque entre la chirurgie et le TAVI, ce premier choix devra offrir le meilleur résultat au patient, que ce soit en termes de résultats immédiats qu'en termes de durabilité. Ce premier choix doit également permettre une deuxième procédure sans impact pronostic défavorable. Les éléments décisionnels qui vont entrer en ligne de compte, ça va être, comme je l'ai dit précédemment, le désir du patient, qu'il faut bien évidemment entendre. Ça va être essentiellement, d'un point de vue médical, les critères anatomiques qu'on va détailler après, mais particulièrement, ça va être les dimensions de l'anneau, le sinus aortique, la hauteur des coronaires, degré de calcification. Enfin, il faut prendre en compte également les atteintes associées, donc les autres valvulopathies et les coronaropathies sévères qui peuvent orienter vers une prise chirurgicale, prise en charge chirurgicale d'emblée. Donc, concernant les critères anatomiques, j'insiste sur un élément capital, c'est le rôle du scanner cardiaque. Je sais qu'on a tendance à réserver le scanner cardiaque aux patients qui sont orientés en percutané, mais en réalité, tous les malades qui ont une sténose aortique devraient bénéficier de ce scanner cardiaque, puisqu'il est important, certes, pour la planification du geste percutané, mais également en réalité pour la planification du geste chirurgical et pour d'emblée estimer les possibilités, donc le type de prothèse chirurgicale qu'on pourra implanter et les possibilités de traitement ultérieur, par exemple d'un valve-in-valve. Donc, sur ce scanner, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'anneau aortique, ses dimensions, savoir si on a un petit anneau, un grand anneau. On va regarder les sinus aortiques, puisque leur impact est considérable, notamment sur le risque coronaire, la hauteur coronaire en elle-même, et bien évidemment les abords fémoraux. Tous ces éléments anatomiques vont nous permettre de retrouver des formes qui seront favorables au percutané ou non favorables. On va regarder le degré de calcification valvulaire en sachant que plus c'est calcifié, et notamment s'il y a des rafets qui sont très calcifiés, dans le cas de bicuspidie, plus ce sera favorable à la chirurgie. On va regarder la calcification au niveau de la chambre de chasse, puisque celle-ci, lorsqu'elle est très calcifiée, peut entraîner un risque de rupture d'anneau en cas de balloon expandable, elle peut entraîner un risque de fuite périprothétique en cas de self-expandable. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder et qui peut nous pousser à la chirurgie si les calcifications au niveau de la LVET sont trop importantes. On évalue également le risque de pacemaker qu'on peut évaluer sur le CG et sur le scanner en mesurant la longueur du septum membraneux. Parmi les autres éléments à regarder, comme je l'ai déjà cité, c'est la hauteur coronaire, les calcifications et les dimensions des sinus et de l'anneau. Au niveau fémoral, on va regarder les accès pour voir si les accès sont praticables pour le TAVI. Parce que je rappelle ici, et c'est un point qui mérite d'être souligné, c'est que tous les résultats des études randomisées sur le TAVI ne concernent que les patients pour lesquels la voie fémorale est possible. À partir de toutes ces informations, on va faire notre choix. Si on décide que la première procédure doit être un remplacement chirurgical, le résultat doit être optimal.
On va essayer d'éviter deux écueils ici qui peuvent compromettre et la durabilité, le résultat immédiat, la durabilité et les possibilités ultérieures de valve-in-valve. On va essayer d'éviter le mismatch, donc en pratique, éviter les prothèses qui sont inférieures à 21 mm et éventuellement proposer une plastie d'élargissement de l'anneau. De même, sur le choix de la valve qu'on va avoir implantée, on va éviter ces valves qui sont la Mitroflow et Trifecta, qui ont une durée de vie qui est inférieure et qui ont des feuillets qui sont soutiens en externe et qui peuvent compromettre le réaccès coronaire en cas de valve-in-valve. Si on choisit le TAVI en première procédure, on doit garantir un résultat optimal en évitant tous ces écueils, donc le mismatch, donc en choisissant la prothèse la plus grosse pour une anatomie donnée, les fuites périprothétiques en choisissant la hauteur d'implantation, pareil, la bonne taille de prothèse, en optimisant la durabilité, c'est-à-dire s'assurer que la prothèse est larguée et que le stent est bien expandu, en diminuant le risque de pacemaker, donc sur des techniques d'implantation, sur le choix de prothèse, sur hauteur d'implantation, et en favorisant le réaccès coronaire. En réalité, lorsqu'on s'intéresse au lifetime management dans les prothèses de TAVI, il y a deux éléments qui sont majeurs et qui méritent d'être pris en compte. Le premier, ça va être le réaccès coronaire, donc la gestion de la coronaropathie, un point qui a été détaillé par mon collègue sur la présentation précédente, et ça va être la gestion de la dégénérescence du TAVI sur lequel on reviendra plus loin. Brièvement sur l'accès coronaire, donc ça a déjà été détaillé précédemment, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais globalement, sur le scanner d'évaluation du TAVI, il y a des éléments qui permettent de prédire en fait si le réaccès coronaire va être simple ou non, des critères anatomiques et des critères qui sont en lien avec la prothèse. Le réaccès coronaire qui peut être amélioré par des techniques, comme ça a été détaillé, notamment l'alignement commissural, qui permet nettement d'améliorer le réaccès coronaire. Au-delà des résultats immédiats, quand on s'intéresse au lifetime management, on va parler des enjeux à long terme. Les enjeux à long terme, c'est qu'une fois qu'on aura fait ce premier choix, il faut d'emblée évaluer, donc sur ce premier choix, les possibilités ultérieures. Concernant les valves chirurgicales, ça va être les possibilités de valve-in-valve. Concernant le TAVI, ça va être les possibilités de TAVI-in-TAVI ou les possibilités d'explantation du TAVI. Le valve-in-valve, tout le monde connaît cette technique, c'est une technique qui est éprouvée, qui consiste en l'implantation d'une prothèse percutanée dans une valve chirurgicale. Donc, brièvement, c'est une technique dont les résultats sont bien connus, avec des résultats à plusieurs années qui sont satisfaisants et qui ne sont pas différents de faire un nouveau remplacement valvulaire chirurgical. C'est une technique pour laquelle on doit prendre en compte deux risques majeurs. Le premier, c'est celui de mismatch, donc de mauvais résultats hémodynamiques. Le deuxième, c'est celui d'obstruction coronaire. Donc un risque qui entraîne en fait un risque de dégénérescence plus rapide et de non-amélioration des symptômes, et un autre qui entraîne un risque immédiat vital. Ce risque d'occlusion coronaire va dépendre de plusieurs facteurs. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais globalement, ça va dépendre de facteurs anatomiques, à savoir les sinus, donc la largeur des sinus, la hauteur d'implantation coronaire et la largeur de la jonction sinotubulaire qui vont nous permettre d'estimer un risque sur des indicateurs virtuels de distance virtuelle tout coronaire, de distance virtuelle tout jonction sinotubulaire. Ça va dépendre aussi de la prothèse implantée, c'est-à-dire que les prothèses dont les feuillets sont cousus à l'extérieur, comme la Trifecta et la Mitroflow, sont plus à risque d'obstruction. Quoi qu'il en soit, c'est un risque qui doit être anticipé dès la première intervention. L'autre risque, c'est celui en fait de mismatch. Ce mismatch, il est forcément plus fréquent lorsque les prothèses chirurgicales implantées sont de petit calibre. On voit, donc ça ce sont des données américaines, que même aux États-Unis, finalement, on a 40% des patients quasiment qui ont des prothèses qui sont implantées et qui font moins de 21 mm. Donc on sait que ces petites tailles de prothèses sont associées à des mismatchs immédiats et que lorsqu'on fait du valve-in-valve, forcément le risque de mismatch est plus important. Donc c'est un risque à prendre en considération. L'objectif étant d'avoir les meilleurs résultats hémodynamiques qui souvent dans ce contexte-là sont conférés par le choix d'une prothèse self-expandable et parfois qui nécessitent des manœuvres supplémentaires comme la fracture de stent de la bioprothèse. Maintenant, on va s'intéresser à la possibilité, faisabilité du TAVI-in-TAVI. Là, on va rentrer en fait dans des domaines qui sont beaucoup moins étudiés, puisque finalement, historiquement, les patients implantés de TAVI étaient plutôt âgés et avec peu de dégénérescence, ils mouraient avant leur prothèse. Aujourd'hui, on se pose la question donc de la faisabilité de ces TAVI-in-TAVI.
Ici, c'est une étude qui a été faite donc, sur à peu près 500 patients qui ont eu un TAVI dans une self-expandable. Qu'est-ce que ça a montré? Que globalement, les résultats étaient satisfaisants, parce qu'on avait une mortalité à 1 an chez des patients à haut risque qui était entre 15 et 20%. Et on avait des résultats hémodynamiques, comme on le voit en bas, qui sont très satisfaisants, puisqu'à 1 an, on avait des gradients moyens qui étaient autour de 10-11. Ici, une étude qui a été faite sur des balloon expandables, donc des sapiens, avec des patients qui ont été matchés sur des TAVI natifs. Et on voit pareil qu'à 1 an, globalement, le pronostic n'est pas tellement différent d'une population qui est adressée pour TAVI natif et à risque opératoire égal. Donc les premières données sont plutôt rassurantes sur la faisabilité, mais il faut savoir que les patients, forcément les patients qui ont été inclus dans ces registres, ce sont des patients pour lesquels ces procédures étaient faisables. Quand on parle de ce TAVI-INTAVI, il y a un risque majeur à connaître, qui est beaucoup plus prégnant que pour le valve-in-valve chirurgical, c'est celui d'obstruction coronaire. Puisqu'ici, on va introduire des concepts qui sont particuliers au TAVI-INTAVI, ça va être celui de néoskirt et de risque de séquestration du sinus. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que ici, vous avez une image qui est une évolute. L'évolute a une jupe externe qui est là, qui monte à peu près à 12 mm. Et quand on met une valve à l'intérieur, donc là c'est une évolute dans une évolute, forcément la nouvelle valve va récliner et maintenir les feuillets de l'ancienne valve en position ouverte, et ça va créer un néocylindre de tissu qui va se positionner devant les sinus. Donc quand les sinus sont larges, ça ne pose pas de problème. Quand les sinus sont étroits comme ici, avec une jonction sinotubulaire étroite, on peut compromettre et la perfusion coronaire, l'accès coronaire, pardon, et surtout la perfusion coronaire. Donc c'est un risque qu'il faut vraiment connaître. Il existe également pour les balloon expandables, même s'il est moins prégnant, mais il existe quand même, surtout quand elles sont implantées hautes, avec des sinus étroits, une jonction sinotubulaire étroite. Là encore, quand on met une balloon expandable dans une balloon expandable, on va avoir les feuillets qui vont être réclinés, mais la hauteur de cette néojupe va être inférieure. On a ici plusieurs configurations. Donc ici, on a une core valve dans une core valve. C'est la configuration la pire en termes de hauteur de néojupe, puisque cette néoskirt va remonter jusqu'au niveau de la commissure valvulaire. Et comme c'est une valve qui est supraannulaire, finalement, la néojupe va être très haute. Ensuite, on a la sapien dans la core valve, où là, selon la hauteur de la sapien, on va avoir une néojupe qui va être plus ou moins haute. Ensuite, on a la sapien dans sapien, où finalement la néojupe ne va pas dépasser la hauteur du stent. Et probablement la meilleure configuration dans le TAVI-INTAVI, c'est de mettre une évolute dans une sapien. Donc, quand on planifie ces procédures, il faut être capable de faire une analyse fine du scanner. Et déjà, ce sont des choses qui s'anticipent dès le premier choix. Mais bon, parfois, ce n'est pas nous qui avons mis la première prothèse. Donc, il faut être capable d'anticiper les risques. Il s'anticipe donc sur la hauteur d'implantation de la prothèse, encore une fois sur la largeur des sinus et sur la hauteur coronaire, la jonction sinusculaire et sur une connaissance parfaite de l'architecture de la prothèse. Globalement, quand on met du ballon dans du ballon, on aura toujours la même hauteur des néoskirts. Quand on met de l'évolute dans l'évolute, on aura toujours la même hauteur de néoskirt. Par contre, quand on met du ballon dans du self-expandable, selon le positionnement de la ballon, on va avoir une néoskirt qui va être plus ou moins haute. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte au moment de l'implantation. Alors, globalement, ça reste des procédures qui sont faisables. Ici, c'est une étude qui a cherché à savoir quelle était la meilleure configuration entre donc est-ce qu'on fait du ballon dans du ballon, est-ce qu'on fait du self-expandable dans du self-expandable. Ce qu'il en ressort globalement, c'est qu'en termes de résultats hémodynamiques, le meilleur résultat, c'est de faire du self-expandable dans du ballon expandable. Donc une autre question maintenant qui va se poser, ça va être celui des possibilités d'explantation, donc de retrait chirurgical du TAVI. Là, on a des données qui sont encore moindres que celles du TAVI-INTAVI, particulièrement dans des contextes programmés. Donc ici, on a des données qui sont issues d'un registre américain qui est Explant TAVR, où sur 42 centres, ils ont étudié donc 269 patients qui ont bénéficié d'une explantation de TAVI, la moitié des ballons expandables, la moitié des self-expandables. Ce qui ressort ici, c'est 86% des patients ont eu donc un remplacement valvulaire. Il y en a 13% qui ont dû avoir aussi un remplacement de la racine aortique. Le contexte était en général un contexte urgent, enfin quasiment dans 50% des cas, puisque l'indication principale était l'indication d'endocardite. Ce qui avait été retrouvé ici, c'était un signal d'alerte, c'est qu'on avait l'impression quand même que cette procédure elle était associée à un risque de mortalité qui n'était pas négligeable, puisqu'on avait 28% de décès à 1 an.
c'est à mettre en perspective par rapport au risque de ces patients, puisqu'ils ont été opérés en général pour une endocardite. Forcément, c'était des patients à haut risque. Sur des données plus récentes, qui sont des données d'abstract, qui a été présenté au New York Valve là, il y a quelques jours finalement, où tous les patients américains qui ont bénéficié d'une explantation de TAVI ont été étudiés et matchés avec des patients à risque équivalent qui ont eu un redo au TAVI. Globalement, ce qui ressortait, c'est que sur le long cours, la mortalité était meilleure chez les patients qui avaient bénéficié d'une explantation de TAVI et d'une réopération chirurgicale plutôt que d'un TAVI-INTAVI. Là encore, c'est à mettre en perspective par rapport au fait que c'est un registre et que globalement, si les patients ont été adressés plutôt à une réexplantation, c'est qu'ils étaient à risque opératoire acceptable, contrairement aux patients qui ont eu un TAVI-INTAVI qui était probablement plus à risque. Donc là, on a posé, si vous voulez, toutes les bases de la réflexion dans le lifetime management et on arrive à ce tableau, qui est une proposition en fait de gestion sur le long terme d'un patient qui a un rétrécissement aortique. Vous voyez que les possibilités en réalité sont très nombreuses. On ne va pas parler des patients qui sont très jeunes pour lesquels on peut proposer une procédure de Ross ou une valve mécanique d'emblée. Et globalement, la problématique se pose particulièrement autour de la soixantaine d'années. Quand on commence par un remplacement valvulaire aortique chirurgical, il faut anticiper les possibilités de valve-in-valve, donc le risque potentiel d'obstruction coronaire, le risque potentiel de mismatch, et voir donc si on pourra ultérieurement faire un TAVI dans cette prothèse chirurgicale. Quand on commence par un TAVI, la question qui va se poser, c'est quid de la durabilité du TAVI chez les patients qui sont très jeunes, quid du risque opératoire au moment où on va faire l'explantation de ce device, ou alors quid de la possibilité d'un TAVI-INTAVI. Donc, tout ça, c'est des questions qui doivent être anticipées dès la première implantation. Mais vous voyez en tout cas que les combinaisons sont très nombreuses. Donc en conclusion, ce qu'on peut retenir du lifetime management, c'est que les patients concernés, ce sont globalement les patients jeunes à bas risque. C'est-à-dire que dès qu'un patient se présente dans l'évaluation d'un TAVI ou d'une sténose aortique, il faut essayer d'estimer son espérance de vie. Et pour estimer son espérance de vie, on l'a vu précédemment, on ne va pas se baser uniquement sur son âge, qui est finalement un facteur qui ne sera contributif que si le patient est à bas risque. On va se baser essentiellement sur son risque opératoire. Dès qu'on estime que l'espérance de vie est supérieure à la durabilité de la prothèse, il va falloir penser sur le long terme. Tous les patients doivent avoir un scanner qui doit être lu par les opérateurs. Je rappelle l'importance majeure du premier choix dans la prise en charge, puisque c'est lui qui va conditionner d'abord le résultat immédiat, puis les possibilités ultérieures. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on manque de données pour ce qui est des résultats à long terme du TAVI-INTAVI et de l'explantation des TAVI qui restent pour l'instant des procédures assez confidentielles. On a donc vu qu'il n'y avait pas de recette miracle, donc on ne peut pas donner de recette miracle. C'est une analyse au cas par cas, donc chaque patient est différent. Le maître mot ici, c'est l'anticipation, et bien évidemment, toute décision va dépendre de l'expérience du centre. Merci pour votre attention.